Hello, hello. Ça a l'air de marcher. 1, 2. Super. Est-ce que vous allez bien? Plus fort que ça? Bon, je vois que vous êtes chaud. Eh bien, je vous demande d'applaudir très fort Thomas Truc. Donc vous avez compris pourquoi on est là aujourd'hui, n'est-ce pas? On est là pour parler de Miraculous. Donc on va faire une interview parcours donc de ce merveilleux dessin animé franco-coréo-japonais, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Voilà. Et puis s'intéresser aussi à tes débuts et puis au succès de ce très beau dessin animé. Alors dis-moi, quel a été ton parcours avant Miraculous? J'ai cru voir aussi Code Lyoko, il y a dû avoir d'autres choses, qu'on sache un petit peu d'où tu viens. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Excusez-moi pour la voix, c'est pas que je cherche à imiter Rambo ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'ai attrapé froid et là j'ai la voix défoncée en fait. On va te demander d'être tolérant parce que vraiment faut le remercier. Il n'était pas en état, mais il a fait l'effort de venir quand même. Et les micros ont l'air bons, donc ça devrait aller. Voilà, ça mérite effectivement applaudissements. Par respect pour vous, il est venu. Donc merci à tous d'être venus. Mon parcours, ça a commencé dans le salon de la famille, au milieu des BD de mon père, qui m'a donné envie de dessiner et de raconter des histoires depuis tout petit. Et même si à la base je me destinais plutôt à faire des études un petit peu normales, faire comme tout le monde, le bac, tout ça, machin, au sortir du bac, là je me suis dit que vu que je passais mon temps à dessiner, ce serait peut-être bien que j'essaye quand même de faire un truc là-dedans. Et par un coup de chance fabuleux, juste à ce moment-là, j'ai entendu parler des Gobelins, qui n'étaient pas encore super connus à l'époque, donc ça a été peut-être un petit peu plus facile pour moi d'entrer dans cette école par rapport à maintenant, vu le niveau que j'avais alors. Et puis une fois que je suis rentré au Gobelins, j'ai suivi le cursus. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler dans les studios d'animation et depuis, j'ai pas arrêté, j'ai chopé le virus. Pas mal. Voilà. Ce sera le deuxième. J'aime bien l'enchaînement. Et voilà, ça m'a jamais quitté. Et mon éthique de travail personnel, ça a toujours été d'aller à la recherche des projets qui me faisaient le plus vibrer. Justement pour pas avoir l'impression de travailler en fait, parce que quand vous allez bosser sur des trucs qui vous plaisent moyennement, c'est pas très ça donne pas très envie. Donc moi l'idée ça a été toujours de partir à la recherche de projets sur lesquels je me dirais ouh là là, je peux apporter quelque chose, il y a un truc sur lequel je vais pouvoir m'éclater, il y a un truc que je vais pouvoir apprendre et peut-être que je vais aider la production à faire la différence. Sachant que à l'époque où j'ai commencé à travailler dans l'animation, faut voir qu'on est en 95 à peu près. En 95, juste pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a pas un seul manga qui est édité en France. Ça n'existe pas encore en fait. Donc il n'y a même pas internet encore, je crois, ou c'est les tout débuts. On a des bonnets qui font. Voilà, donc voilà, à cette époque, on a une industrie du dessin animé en France qui existe depuis, bon an mal an, une dizaine d'années. Il y a la possibilité de bosser sur des projets super intéressants en termes de contenu, en termes d'histoire. Par contre, c'est vrai que techniquement, on est une industrie encore jeune. Et quand on compare la qualité technique de ce qu'on produit par rapport à ce qui se fait aux États-Unis ou au Japon, on sent qu'on a quand même un peu de retard, c'est moins beau, ça fonctionne moins bien. Enfin, c'est normal aussi, on n'a pas autant d'argent. Et donc c'est intéressant parce que du coup c'est un challenge d'aider à faire en sorte quelles sont à chaque fois les solutions techniques qu'on peut trouver pour faire en sorte que techniquement parlant, ce qu'on fait devient de mieux en mieux. Voilà. Et puis après, rétrospectivement, plus de 20 ans après, voilà, maintenant, la tendance s'est un peu inversée en fait. C'est vrai que la plupart des dessins animés produits en France, en termes de contenu, c'est moins diversifié en fait. L'industrie s'est vraiment recentrée sur la production de dessins animés vraiment pour les tout petits.
Et par contre, techniquement, ce qu'on produit est absolument fabuleux. Enfin, tous les dessins animés qui sont faits en France, même si c'est pour les petits, sont d'une qualité technique absolument remarquable. On n'est plus à l'âge de pierre comme dans les années 80 ou avant Angoulême, avant IDDH et d'autres studios qui a commencé et compagnie, où on était vraiment très très loin. Alors maintenant, la tendance, comme tu dis, elle est totalement inversée. Et quel que soit le support, c'est-à-dire que nous en France, on sait faire de la 3D, de l'animation vectorielle, de l'animation tradi. On a même des animateurs traditionnels qui travaillent au Japon. Enfin voilà, on a un savoir-faire technique qui n'est plus à démontrer. Mais c'est vrai que l'industrie en elle-même... il y a un panel il y a une diversité moindre dans le contenu. Moi je me rappelle qu'à l'époque par exemple la première série sur laquelle j'ai travaillé c'est Blake et Mortimer. Donc c'était l'adaptation de la bande dessinée. Voilà. Ça se fait plus, ça pourrait plus se faire maintenant. Blake et Mortimer, c'est déjà une cible trop âgée. Alors qu'en fait, ça fait partie du patrimoine culturel de la France, de la Belgique, tout ça quoi. J'ai bossé aussi sur Diabolique, qui est pareil, qui est un espèce de monument de la BD italienne. Puis il est plutôt badass, c'est pas vraiment enfant. Carrément, non, on est bien d'accord. Alors après, bien sûr, Diabolique c'était adapté. C'est vrai que dans le Fumetti, Diabolique il tue des gens, enfin voilà, il fait des trucs assez hardcore. Là, dans le dessin animé, on faisait des trucs moins violents en termes de combat. Plus édulcoré. Il tue pas des gens, bien sûr, mais il continue à être un voleur de voleurs. Il s'en prend à la mafia, il vole la mafia. Voilà. Et chaque script de Diabolique, moi j'ai pris un pied colossal dessus. J'avais l'impression de travailler sur un film hollywoodien à chaque épisode. Donc moi, tous les 2 mois, je faisais un storyboard en à peu près 2 mois. J'étais un peu lent à l'époque. Tous les 2 mois, j'avais l'impression d'avoir mis en scène un film hollywoodien à moi tout seul. C'était un pied monstrueux quoi. Et puis après il y a eu Totally Spies qui est mine de rien pareil, qui est plus ado que vraiment enfant. Il y a eu Code Lyoko pareil, qui contient des éléments quand même un petit peu ado aussi. Donc on voit bien qu'en fait tout ça c'est finalement on voit de moins en moins de produits comme ça au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Jusqu'à Miraculous qui est finalement un petit peu un ovni par rapport à ce qui se fait ailleurs. Et ça se demandait pourquoi, parce que finalement quand tu vois le succès de Miraculous, même sur les enfants, par rapport au reste des dessins animés qui sont produits pour les enfants, tu te dis mais est-ce qu'il y a... C'est peut-être un peu con cette politique de se dire ok on fait un truc que pour les enfants. Il y a peut-être moyen de faire un truc justement plus grand, plus vaste pour tout le monde, sur lequel dans lequel tout le monde se retrouve quoi. Et c'est pas forcément et ça va pas forcément moins bien marcher, bien au contraire. C'était un pari audacieux parce que vous ratissez encore plus large ces différentes cibles. Code Lyoko par exemple, il y a le réel et puis il y a aussi le côté anime. Ouais, c'était très malin ça aussi Code Lyoko dans la façon d'envisager la chose, de jouer sur les 2 univers. C'était pré-Matrix, je crois en plus, non ou pas? Pré-Matriciel. Effectivement. Non, c'était très intéressant. Puis en plus, il y avait vraiment un parti pris dans les décors qui était très très réaliste, comme du matte painting de cinéma. C'était Stéphane Gallard qui s'occupait de superviser tout ça. C'était très intéressant techniquement. C'était un beau challenge ça aussi. Ouais. Et si ce n'est pas indiscret, tes parents, ils étaient aussi dans le circuit artistique, ils ont été plutôt pour, parce qu'il y a des fois des parents qui s'opposent un peu à non, tu sais... Ah, pas du tout, moi mes parents, moi dans ma famille, on est prof de génération en génération, hein. Ma mère est prof, mon père est prof, mon oncle et ma tante sont profs, leurs enfants, enfin mon oncle et ma tante, ils ont eu je sais pas combien d'enfants, ils sont tous profs, que du prof quoi. Moi je suis un peu la tâche de la famille, je suis pas prof. Il n'y a pas d'opposition ou quoi que ce soit en tout cas. Non, pas du tout, bien au contraire. Mon père, moi, m'a toujours encouragé à dessiner et à faire quelque chose à chaque fois qu'il pouvait me trouver un petit truc à faire. Tiens, tu veux pas faire un dessin pour ci, pour ça? C'était vraiment pour m'encourager à prendre confiance dans ce que je faisais, alors que moi-même, j'avais plutôt tendance à trouver que ce que je faisais était pourri, quoi.
Et c'est pour ça que j'étais plutôt à la limite de me dire non, mais je vais plutôt faire des études sérieuses. Je vais faire dentiste ou ingénieur, tu vois, comme ça. Bon, ok, j'aurai un taf et puis puis je continuerai à dessiner pour moi sur mon temps libre. Comme certains disent un vrai taf. Alors qu'est-ce qui est vrai taf, qu'est-ce qui est faux taf, ça tout est rien relatif, dire, en fait. quoi. Donc tu vois, moi je suis un peu à l'encontre du cliché où c'est papa, je vais devenir dessinateur. Non, tu seras avocat. Moi c'était le contraire, tu vois. Papa, je vais être avocat. Non, tu seras dessinateur, tu vois. C'est assez drôle. Et puis il a eu raison parce qu'en fait petit à petit, ça m'a fait prendre conscience que en fait si, pourquoi pas moi, quoi. Alors quand et comment est né Miraculous? Est-ce que ce fut un long fleuve tranquille ou pas du tout? Non, mais je vais pas vous raconter comment l'idée m'est venue. Ça, je pense que tout le monde le sait ici dans la pièce. Mais il faut bien voir que quand on travaille pour la télévision, les choses se font pas du jour au lendemain, en fait. Entre le moment où un producteur est intéressé par une idée et le moment où finalement des chaînes de télé sont intéressées, ou puis finalement on commence à fabriquer les choses et puis on commence à les voir à la télévision, c'est un processus qui se compte en années, quoi. C'est très très long. Donc moi, la première fois que j'ai vu Jérémy et que Nathanael Brown, le directeur artistique Zatoun, lui a montré tu fais même de l'effet à l'enceinte. Quand il lui a montré ce qu'avait été fait sur Miraculous, ce que Nathanael avait fait sur Miraculous, puisqu'en fait il avait repris certains de mes dessins pour les rendre un petit peu plus glamour c'était en 2009, je pense. Et ensuite, nous on a pu rentrer en production en 2013. Donc vous voyez, ça a pris 4 ans. 4 ans, il y a même pour travailler sur l'univers, j'ai pris quasiment une année sabbatique pour bosser l'univers tout seul dans mon coin. On a refait je sais pas combien de fois le concept en fonction des avis d'un tel et un tel et un tel pour essayer de le rendre le plus vendeur possible. Voilà, faut bien avoir conscience que c'est un vrai processus très très long. Et ça veut pas dire que c'est parce que les gens ont tendance à se dire oui, non mais les gens qui donnent leur avis sur c'est dégueulasse, les artistes ont le droit de s'exprimer, de faire un truc. Oui, ça c'est pas la question, mais il faut bien voir que quand des gens vont mettre de l'argent sur un projet, ils vont acheter le projet parce que ça répond à un besoin à eux. Donc si vous n'arrivez pas à combler ce besoin, ils vont pas vous le prendre. Oui, c'est quand même eux qui investissent, donc bon. Voilà. Donc moi, mon éthique de travail, c'est toujours dire, ok, quand quelqu'un te fait une remarque là-dessus, pendant le processus créatif, il faut l'écouter parce que ça correspond à un besoin qu'ils ont. Oui, il faut rester humble et être ouvert, en tout cas, pas fermer la porte. Mais par contre, faut jamais écouter les solutions qu'ils proposent. Jamais. Ça, c'est autre chose. Ouais. Donc il faut entendre le besoin, comprendre ce dont ils ont besoin, et ensuite, c'est à toi en tant qu'artiste de trouver une solution qui te satisfasse toi en tant qu'artiste, qui font que tu renies pas ce que tu es, ce que tu as envie de faire, et en même temps tu réponds aux besoins de la personne qui est en face. Des compromis sans se prostituer, pardonne-moi le terme, façon de parler. Non, mais complètement. Pour appeler un chat un chat. Complètement, c'est complètement ça. Et alors, on a pu voir de la 2D au départ sur Miraculous. Il y a effectivement, ça a fait un buzz d'ailleurs assez dingue sur le net, ce qu'on a pu voir, qui était déjà pas mal. Puis ensuite, c'est passé en 3D. Est-ce que tu peux nous expliquer cette réflexion de finalement, est-ce que c'est plus pour coller à l'époque? Est-ce que ce sont des raisons économiques? Est-ce que c'est un ensemble de choses en toute franchise? C'est un espèce de concours de circonstances. En fait, on travaillait sur Miraculous, on était en train d'étayer un peu le concept et l'univers. Et puis il s'avère qu'en fait, il y a eu l'occasion de croiser Toei Animation, qui à l'époque venait de faire une OAV de Pretty-Cure qui se passait à Paris. Ah oui, un petit peu ressemblant à Sailor Moon dans l'idée. Voilà, ouais. Pour situer. Et ça se passait à Paris, ils avaient très bien représenté Paris. Donc il y a eu des discussions, ils se sont dit écoutez, nous on va vous montrer ce qu'on pourrait faire sur Miraculous. Donc on a fait une espèce de test comme ça pour voir. Donc ils ont pris notre concept qui était work in progress, c'était même pas fini, c'était juste on avait 2-3 grandes idées comme ça, mais c'était pas aussi bien articulé que le concept final.
Et voilà, ils nous ont fait un petit test d'anime, vite fait, comme ça, il y a eu 2-3 minutes d'animation de fête. Voilà, qui était très bien, hein. Très bien, c'est pas le problème, mais qui correspondait pas forcément complètement à ce qu'on voulait faire. Les Japonais ont l'habitude de faire des trucs beaucoup plus haute cible que ce que voilà. Voilà, et puis c'est un style qui est absolument invendable en dehors du Japon. Donc, parce qu'il y avait une volonté internationale, je pense, de la part de Jérémy, clairement. Ouais, et puis faut même si c'est cool, hein, enfin moi je veux dire, Toei Animation qui fournit un truc comme ça sur. Moi je trouve ça, enfin c'est un rêve de gosse, tu vois. Moi j'ai les productions Toei, je les ai. Ah bah oui. J'ai grandi à ça, tu vois. J'ai biberonné leurs dessins animés quand j'étais ado, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois le résultat, tu dis ok, c'est cool, mais c'est quand même bizarre qu'une production française basée sur des trucs très français avec des références culturelles françaises soit faite par les Japonais. Et tu te rends compte que c'est cool, mais il y a un décalage, quoi. Tu vois la marionnette qu'il y a dans ce petit test d'animation avec sa petite enveloppe qui veut donner une enveloppe à Adrien. C'est un code hyper japonais, ça fonctionne, mais du coup, c'est plus vraiment la France. Un personnage français, il se comporterait pas comme ça. Là, le côté Tour Eiffel et compagnie, oui, ça perd un peu, effectivement. Ouais. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de continuer à bosser avec Toei, mais va falloir qu'on explore une façon de faire qui plus collaborative, où en fait on mélange mieux le savoir-faire français et le savoir-faire japonais. Il s'avère que c'est très compliqué parce que vraiment les Japonais les Japonais, le dessin animé, c'est comme la fabrication de sabres, la fabrication de katana, tu vois. Ça fait 1000 ans qu'ils en font. Ils ont une technique hyper rodée avec tel outil. C'est ok, je passe un filet d'eau sur le truc et là, j'utilise une pierre que mon arrière-grand-père utilisait pour polisser le truc. Mais c'est carrément ça. Et donc à un moment, tu leur dis, hey, tu sais quoi, on va changer tout ça. Bon, bah, ils sont pas super partants, tu vois, donc c'est compliqué. Ils sont méfiants en plus. Et puis bon, il y a juste des références culturelles qu'ils peuvent pas capter, donc c'est compliqué. Mais du coup, on a beaucoup bossé ensemble sur le concept même, plus que sur la fabrication, en fait. Finalement, la fabrication, on s'est dit, ok, c'est trop antinomique, on va pas réussir à mélanger l'huile et l'eau, c'est trop compliqué. Mais voilà, vous allez vraiment nous aider sur le concept et par exemple c'est eux qui ont insisté pour les Kwami, parce que moi j'avais pas de Kwami à la base, ça m'intéressait pas d'avoir des bébêtes, voilà, j'étais plus je pense que dans le degré de référence américaine et de référence japonaise, j'avais mis le curseur un petit peu plus du côté américain que du côté japonais, si tu veux. Ils ont dit ouais, mais si vous faites un truc qui veut vraiment se référencer à la Magical Girl, vous devez avoir des bébêtes, c'est obligatoire, quoi. Moi, ça me fait un peu chier d'avoir des bébêtes. C'est pas évident parce que vous aviez entre guillemets le cul entre plusieurs chaises, sachant que effectivement ceux ils sont plus école anime traditionnelle, ils voulaient peut-être un côté un peu plus Sailor Moonesque, mais en même temps toi tu as ces influences comics qui sont évidentes et tout. Trouver un compromis n'a pas dû être facile. Hein. Bah, c'est encore une fois, j'ai appliqué la même éthique de travail. C'est ok, il y a des bébêtes, je comprends, il faut qu'il y ait un truc mignon, il faut qu'on puisse vendre des peluches parce que comme ça rapporte un petit peu plus d'argent à la production, donc ça nous permet d'être plus à l'aise pour la fabrication. Mais comment je vais faire pour faire en sorte que ces bébêtes soient beaucoup mieux intégrées à l'histoire que dans la plupart des trucs de Magical Girl. Et donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à ce que vous connaissez avec les Kwami, où en fait les Kwami sont vraiment une part très très importante du concept. S'ils sont pas là, enfin je veux dire, les héros peuvent pas se transformer, y a un jeu là-dessus, ils sont devenus indispensables à l'histoire. C'est vraiment même les moteurs de l'histoire. Le fait que les bébêtes soient liées aux bijoux, ça fait en sorte que voilà, tu ne peux pas te passer de ce truc-là. C'est une composante majeure du concept. Tu vois moins ce genre de truc dans les productions japonaises. Pur et dur, oui, effectivement. Donc voilà, c'est cette espèce d'éthique du compromis, c'est comme ça qu'on en arrive à ça, quoi. Alors dis-moi si je me trompe, mais même sur Miraculous, il y a pas mal le coup de la première fois. Je m'explique. Je crois qu'effectivement, auparavant, il y avait eu des coproductions franco-japonaises dans les années 80.
surtout avec Dick et Jean Chalopin, Ulysse 31, Les Cités d'Or, etc. Là, il me semble que c'est vraiment la première, disons, avec le studio Toei, parce qu'auparavant c'était avec des studios comme TMS. En termes de première fois aussi, c'est pas tous les jours non plus qu'on a une super héroïne, des héroïnes on en a eu, mais comme ça, un peu typé comics, etc. Bon, à Paris, logique, hein, un peu chauvin, c'est normal. J'ai envie de dire, même la chanson, vous avez utilisé, c'est pas le toi, mais enfin, il y a Lenny Kim, Lou Jean, etc. Le thème est aussi décliné à l'international, donc, et encore, je pourrais citer plein d'autres aspects, il y a beaucoup de choses qui sont expérimentées pour la première fois, et je ne dis pas que c'est uniquement ça qui a joué, mais c'était quand même assez audacieux. D'ailleurs, une super-héroïne dans le cahier des charges à la télévision, est-ce que vous avez eu des freins à un moment donné? Alors, je sais que maintenant on est dans une époque MeToo, etc., ça va beaucoup mieux, mais est-ce que des fois vous avez pu avoir des freins du style « Ouais, vous êtes sûr que c'est pas mieux un garçon » ou autre chose, etc., en toute honnêteté? Oui, ça arrivait, ouais. Il y a eu dans les années 2000 tout un versant de dessins animés faits où on s'est dit, tiens, finalement, les dessins animés qu'on fabrique sont plutôt orientés garçons, ce serait bien de rétablir un peu la balance. C'est pour ça qu'il y a eu les adaptations de Witch, il y a eu Total Spies, il y a eu tous ces trucs-là. Et puis je sais pas pourquoi, à un moment, c'est retombé comme un soufflet. Et finalement, on était revenu à un truc vraiment très, très, au mieux, gender neutral, si tu veux, vraiment un truc très... très plat comme ça. Et au moment où on arrive avec Miraculous, on est en plein là-dedans, et ce qui fait que oui, on a eu beaucoup de retours qui nous disaient oh là là, non, un truc trop marqué fille, ça marchera jamais. Ça m'étonne pas. C'est un discours moi perso je n'ai jamais compris, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il y a un gros travail de décrassage à faire. D'autant qu'à Chat Noir aussi, il y a un bon équilibre. Oui, non, pour ça, c'est ça et la SF et l'anticipation à la télé, où ça, il suffit parfois de changer un mot et tout d'un coup ça les rassure, alors que ça veut dire finalement un peu la même chose. Des fois c'est un peu étrange. Non, et puis le côté super-héros aussi, on n'a pas cette culture-là en France, donc... C'est étonnant parce que quand on voit quand même le succès des Avengers et tout ça au cinéma, quand souvent on bouffe de la culture venant des États-Unis, et malgré tout ça n'existait pas vraiment encore. Hein. C'était encore un peu embryonnaire. Moi je vous parle de ça, là on est en 2019. Je vous parle de ça. Nous, quand on commence à prendre langue avec les différentes chaînes de télé pour que Miraculous existe, on est en 2010, tu vois, donc c'est pas aussi... Bon, il y a déjà eu quelques films super-héros Marvel, mais c'est pas devenu c'était pas encore la grosse machinerie que c'est devenu. Il n'y a pas les gros blockbusters encore. Ça n'a pas encore pénétré totalement l'entièreté de la société, quoi. Donc et puis aussi le fait de faire quelque chose qui se passe à Paris, ça aussi c'est un pari qui est monstrueux, parce que ça refroidissait beaucoup de monde. Je sais pas pourquoi, mais en France il y avait toujours cette idée que oh là là, si on doit faire des productions, faut absolument gommer le côté français, parce que sinon ça va pas se vendre. Faut faire un truc le plus neutre possible, pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Sauf que ça, moi, c'est pareil, c'est un truc que je capte pas, mais je veux dire, plus tu fais neutre, plus tu fais fade. Donc c'est pas le... Mais oui, parce que ça devient après finalement très très calculé. Il y a beaucoup d'œuvres par le passé, qu'elles soient françaises ou mixées ou différents mix culturels. Enfin, c'est pas pour faire discours de vieux con entre guillemets, mais où t'as pas tout un truc programmé de produits dérivés, de trucs derrière, et ça passait quand même très bien. Il y a quelques petits défauts, etc., mais ça faisait aussi leur charme. Et depuis, on a l'impression que dans le cahier des charges, ils ont déjà décidé, c'est comme les épisodes des séries. Le feuilletonnant a disparu avec le temps, les séries à suite, et de plus en plus que les chaînes, enfin j'ai l'impression, préfèrent, c'est d'avoir des épisodes qu'on peut mettre dans n'importe quel sens dans la grille d'été, quoi, pour les rassurer. Oui, mais ça c'est normal, ça correspond à un de leurs besoins. Il faut bien voir que maintenant les enfants, à partir de... ça se voit dans les études de marché, hein, à partir de 7 ans, ils arrêtent d'acheter des jouets. Les petits garçons basculent vers 7-8 ans, ils basculent vers le jeu vidéo, alors que ça, avant, ça arrivait plus... Les petits garçons, avant, ils achetaient des jouets jusqu'à 13-14 ans, limite. Donc il y a vraiment eu un basculement de marché. C'est aussi pour ça que les dessins animés se sont vraiment réorientés vers une cible très très jeune.
Donc oui, ça correspond à leurs besoins, c'est logique. Mais encore une fois, je pense que le réflexe de dire ok, je vais faire un produit qui du coup s'adresse à cette petite niche là et le plus neutre possible pour pas que ça fasse de vagues et que du coup je puisse le vendre un peu n'importe où. Je pense qu'au final ça dessert le produit parce que ça lui enlève de son âme. Et c'est ça que je trouve bien avec Miraculous, c'est qu'on a réussi à montrer que tu peux arriver au même résultat, au contraire, en assumant ce que tu es, en assumant le côté français, en assumant le fait que le fait de faire un truc qui parle à tout le monde dans le monde, ça veut pas dire faire un truc fade ou neutre, ça veut dire faire un truc où tu vas chercher ce qui fondamentalement est universel dans l'humain. Où tu fais quelque chose qui, quel que soit le pays d'où tu viens, on ressent les mêmes émotions, on ressent tous la colère, on aime, on tombe amoureux. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut raconter, parce que ces choses-là, sur la Terre, on le partage tous. Mais vous avez créé un univers de toute façon cohérent, j'ai envie de dire même c'est plusieurs univers dans un univers, enfin c'est très riche, très vaste. Ça aussi, tu l'avais en tête depuis le départ, j'imagine. Ouais, mais ça après, moi, ça c'est mes lubies à moi. Quand je crée un petit truc, si je dois créer un personnage, il faut que j'ai toute son histoire, sa généalogie, sa famille, tout l'univers qui va autour. Enfin voilà, il y en a d'autres qui se prennent moins la tête, mais moi c'est mon espèce de, je sais pas. Il y a comme un système poupée russe, mais c'est très étudié. Ouais. Non mais je trouve ça vachement intéressant, c'est fouillé, c'est élaboré. Il paraît que, alors bon ça je pense que tout le monde est au courant, il y a une fille ou une amie à toi qui avait débarqué avec un t-shirt, un habit avec coccinelle, hein, c'est ça, et ça a fait tilt tout de suite. Ouais. Et tu as couché. Ça a été le point de départ d'un truc, et puis j'ai bâti tout un univers autour. Ouais, c'était. Voilà, et puis j'ai passé 1 an dessus pour étoffer l'univers en fait. Tu l'as revu? Elle t'a remercié, tu l'as remercié. Bien sûr, on se croise souvent. C'est drôle, comme quoi ça peut partir. Parfois ça peut partir de rien, mais ça, je pense que tous ceux qui sont dans le. Tous ceux qui créent, tous ceux qui sont dans la création savent que n'importe quoi dans la vie peut être un point de départ pour quelque chose. Il suffit que voilà, il y a quelque chose qui te touche. Mais comment tu fais pour le traduire à travers la création? Voilà, puis c'est ça qui est magique, quoi. Alors toi, tes influences comics, parce que tu es plus de l'école des comics, ce sont lesquelles? Et à travers ce que tu as commencé à dessiner sur Miraculous et finalement l'adaptation animée, est-ce que globalement, est-ce que tu avais quelque chose de plus sombre au départ? Est-ce que finalement tu as réussi à maintenir tout ce qu'il fallait? Non, c'était pas forcément plus sombre à la base. Moi je sais que par exemple mon personnage de comics favori, c'est pas Batman ou Wolverine ou tous ces trucs-là. Pour moi, c'est Superman, si tu veux. D'accord. Et Superman, c'est pour moi un personnage qui est hyper intéressant. La plupart des gens, je pense, se trompent sur Superman. Parce que tout le monde voit, ok, c'est un mec qui peut tout faire, il peut voler, il est super fort, il balance des rayons laser avec les yeux, nanana. Donc c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que tu peux raconter avec un type qui peut tout faire, quoi? Et j'en dis, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que justement, ce que raconte Superman, c'est justement que ce type qui peut tout faire, en fait, ne peut pas tout. Et c'est là où tu le vois dans les comics. Il y a Alex Ross qui a fait un spécial de Superman qui s'appelle Peace on Earth, où tu vois que Superman, malgré tout, à un moment, il se dit, ok, je vais essayer de résoudre les problèmes de famine, je vais essayer de résoudre tous ces trucs-là. Et il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas parce qu'il peut pas être partout à la fois et parce que de toute façon il peut pas régler ces problèmes-là à la place des gens. Il peut pas tout d'un coup devenir un tyran pour imposer ça. Et donc malgré le fait qu'il ait tous ses pouvoirs, il peut pas tout. Mais oui. Et donc finalement c'est ça son combat en fait. Il y a un côté moi je suis athée si tu veux, donc le côté religieux je crois pas à tous ces trucs là, mais j'aurais tendance à dire que Superman
C'est Jésus pour les athées, si tu veux. Je vois un peu. Tu vois, ce côté, dans les comics de Superman, il y a des grandes leçons de vie qui sont très intéressantes et très importantes et qui racontent beaucoup de choses sur ce qu'on est en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que c'est mon héros favori, quoi. Et donc quand je crée Ladybug et tout ça, c'est ça qui me guide en fait. J'ai pas besoin de faire un Ladybug. Putain, c'est une super héroïne basée sur une coccinelle. Ça n'aurait pas de sens de faire un truc dark avec un personnage comme ça. Donc ça n'a jamais été dark pour commencer. D'accord. Maintenant, moi, ce que je voulais faire à la base, c'est un univers de comics. Donc un univers de comics, c'est un autre support, c'est une autre cible sur laquelle tu peux te permettre d'autres choses. Donc c'était pas forcément plus dark, mais tu pouvais rentrer dans des considérations plus intellectuelles. Il y a Thomas qui parle, merci. Donc par exemple, quand tu es dans le comics, tu peux avoir des voix intérieures au personnage, tu peux parler d'autres types de sujets. Oui. C'est des choses que tu peux pas forcément faire en animation. Donc c'était pas forcément plus dark, mais c'était une autre façon de raconter les choses. Et au final, voilà, je pense qu'on est là dans ce qu'on a fait dans la série est une très très bonne traduction des intentions de départ en fait. Alors tu parlais du côté athée, alors je rebondis, hein, c'est Miraculous, miracle, enfin tu vois. Alors oui, mais c'est ça qui est intéressant. Le côté religieux, non, je te taquine, mais à la base c'était Ladybug le titre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est passé de Ladybug à Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir? Ça c'est très simple, c'est une question de droit. Je vous passe les détails, hein, c'est des droits de propriété intellectuelle, de droits des marques. C'est chiant. C'est des considérations de droit chiantes à souhait. En gros, Ladybug c'est trop générique pour être protégé par le droit des marques. Donc ils font un truc plus spécifique pour pouvoir être protégé. Voilà. Bon, ça sonne bien aussi, hein, Miraculous. Oui, non, mais en plus je trouve que ça raconte beaucoup mieux le concept. Donc moi je suis ravi de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, parmi les personnages de Ladybug, quelle est ta préférée ou tes préférés et pour quelles raisons? S'il y en a, ou à moins que tu les aimes tous. Non, moi je les aime tous. Je veux dire, je prends énormément de temps sur chaque personnage. Quand je les crée pour leur donner une épaisseur, un vrai background, une vraie consistance, donc c'est difficile de dire tiens, je préfère un tel ou un tel. Je les trouve vraiment tous très intéressants. Donc après il y en a qui sont vraiment très très agréables à jouer après quand on doit les mettre en scène ou quand on doit créer leur dialogue. C'est vrai que des personnages comme Jagged Stone ou Chloé, qui sont des personnages très cartoon, très extravagants, chacun à sa manière. C'est vrai que c'est toujours fun de les faire réagir, quoi. Mais sinon, non, j'aime tous les personnages. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence dans le travail pour vous en termes de... Comme il y a plusieurs saisons que vous avez pu observer dans la technique, dans l'évolution de la série, ou est-ce que finalement ça garde à peu près la même ligne? Parce que parfois, entre différentes saisons, on peut changer des choses, que vous rodez davantage, j'ai envie de dire. Non, mais en fait, on a vu une première saison qui était vraiment construite construite pour tester la formule en fait. D'accord. Tu testes la formule, tu poses des gens, tu introduis tous les personnages qui vont être importants pour toi de manière assez anodine parce que c'est tout de suite t'introduis un personnage en disant oh, attention il y a un gros mystère sur lui et machin, tout de suite il va focaliser, il va prendre la lumière, alors que là c'était pas du tout l'idée, c'était juste de présenter tout le monde et sachant que après on allait réutiliser tout ça et du coup à chaque fois que tu fais revenir un personnage tu ne peux plus raconter la même chose que ce que tu as déjà raconté. Tu es obligé de rentrer un petit peu plus dans l'histoire du personnage, et ce qui fait que plus la série avance, plus tu rentres dans l'histoire du personnage et plus ça devient intéressant forcément. Est-ce que tu t'attendais, votre équipe s'attendait à ce point-là, à ce que ça puisse très sincèrement devenir aussi phénomène? Est-ce que vous pensez que ça prendrait un petit peu quand même, ou est-ce qu'à un moment vous avez quand même été dépassé par les événements? Parce qu'on se rend compte que succès, effectivement pas qu'en France, petit à petit dans certains pays d'Europe, Portugal, mais aussi le Brésil c'est très très fort là-bas aussi, c'est assez incroyable quand même. Oui, non, on pensait bien que le dessin animé allait avoir du succès. Parce que le personnage, je sais pas, il a un truc très iconique qui fait que
avant que la série existe, quand je le montrais à n'importe qui, c'était tout de suite ah oui mon Dieu, mais c'est évident, ce personnage est mortel, il faut en faire quelque chose. Donc quand tu sens que tu tiens un truc comme ça qui fonctionne, tu sais que si tu arrives à le mener à bien, il va avoir un certain succès. Voilà. Maintenant que ça ait le succès tel qu'on le connaît là maintenant, non, ça bien sûr c'était impossible à prévoir, vraiment impossible. Là quand je suis allé au Brésil là, pour Noël, voilà, on a fait un petit événement, dans une petite ville parce qu'on allait rendre des visites à des amis de ma femme. Qui ont un atelier où ils font c'est des ateliers de création pour les enfants. Je me suis dit bon bah si ça peut leur faire un peu de pub, on va aller faire une petite séance de signature là-bas. Putain, mais on s'est retrouvé avec 80 personnes. Enfin bon, c'était. Mais pour un village, si vous voulez, tu prends un village paumé en France, tu récupères pas ça quoi. Donc le Brésil c'est assez incroyable. Et au niveau de la méthode de travail, qu'on sache un petit peu comment vous vous répartissez bien, parce qu'effectivement, entre Toei Animation d'un côté, méthode animation aussi, comment ça commençait, par qui ça passait, qui décidait au final, enfin comment tout ça a été aménagé parce non, que au début, lors de la conception de la série, c'était vraiment quelque chose qui était, on faisait beaucoup d'allers-retours entre Zachtoon, Méthode, Toei, Samg aussi. Donc c'était vraiment, on faisait beaucoup d'allers-retours, mais une fois que le concept s'est figé, là tu rentres dans un processus très industriel, et là c'est vraiment Zachtoon sur la première saison qui a vraiment pris la main, qui a fabriqué tout le truc, et ensuite c'est Méthode Animation qui a repris la main par la suite. Je vois que Disney aussi est impliqué, la Corée. Alors Disney et TF1 sont impliqués dans la mesure où ce sont nos coproducteurs. D'accord. Donc en fait on leur soumet tout ce qu'on fabrique. On leur soumet tous les designs de personnages, on leur soumet tous les scénarios, et ils donnent leur avis de tous les storyboards, et ils donnent leur avis à chaque étape en fait. Alors il faut pas croire que c'est loin d'être une contrainte en fait. Il faut bien imaginer qu'au contraire c'est très salvateur. Parce que quand tu es dans une histoire et quand tu es dans un storyboard ou tout ça, en fait t'as le nez dans ton truc. Et des fois, t'as pas le recul. Ah oui, t'es dans ta bulle en fait. T'es dans ta bulle. Ouais. Donc en fait, des fois, il y a des trucs que t'arrives pas à voir, que t'as perdu de vue, et du coup, t'as l'impression que ça marche, mais des fois, peut-être que ça marche pas. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des gens comme TF1 ou Disney, qui du coup, eux, ont du recul. Mais oui. Ils voient le truc fini. Ils disent ah attention là vous avez oublié ça, là vous avez voulu faire ça mais votre gag il marche pas trop, ou alors ils te disent ah attention là si vous faites ça dans tel pays ça va foutre ça va être mal interprété. Oui, c'est vrai, donc c'est très important de travailler avec ces gens là. Moi je les appelle mon troisième œil en fait. C'est vraiment le truc qui fait que quand je travaille tout d'un coup il y a l'œil de la sagesse qui s'ouvre et qui me permet de mieux décortiquer ce qu'on a fait quoi. Donc c'est très important de travailler avec eux. C'est en ce sens là où toutes les critiques qu'ils formulent sont vraiment très très intéressantes à ce niveau-là parce que c'est des critiques qui arrivent de la part de gens qui connaissent bien ce processus industriel et qui surtout qui sont là pour les formuler au bon moment. Effectivement. Voilà, donc ça c'est super important parce que sinon du coup on se lancerait dans le truc et puis au final on balancerait un produit qui est mal pensé et on n'aurait pas le temps de le corriger. Donc c'est vraiment très très important qu'ils soient impliqués avec nous pendant ce processus. Ça fonctionne pas de la même manière aux États-Unis et au Japon. Au Japon, personne n'est là pour vérifier ce que les studios fabriquent et moi par exemple au Japon il y a énormément de séries que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à regarder parce que je trouve que des fois c'est pas techniquement hein, c'est juste dans ce que ça raconte. Je me dis voilà, et moi je me permettrais pas de raconter des trucs pareils parce que je trouve pas ça bien quoi. Je trouve ça par certains moments assez ça souvent dégradant pour les femmes ou un peu limite des fois ouais un peu limite et voilà, nous avec ce processus là on sait que quand bien même nous-mêmes on fait très très attention à ne pas tomber là-dedans, ben, on sait qu'en plus on a un garde-fou. Oui, ça rassure aussi. Voilà. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. D'autant que quand tu travailles avec Disney,
il faut bien voir que Disney, c'est une telle cible, c'est une multinationale, ils sont multimilliardaires, donc en fait, aux États-Unis, enfant et familial, aux États-Unis, il y a des cabinets d'avocats qui sont payés pour scruter le moindre produit Disney, repérer des trucs qui pourraient être tendancieux, pour ensuite faire un procès, etc. Enfin bon, c'est un truc de malade. Donc c'est pour ça que Disney, ils sont très carrés là-dessus, tu vois, ils sont très formés et donc ils trouvent toujours la petite bête qui fait que attention, si vous faites ça, ça peut poser problème. Après, c'est votre projet. Si vous voulez le faire quand même, vous pouvez aller dans le mur. Ouais. Allez-y. Mais nous, on vous prévient, ça peut être litigieux. Et en même temps, ils ont l'expérience, donc voilà. On peut les croire, effectivement. Donc c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler à ce niveau-là avec les chaînes de télé. Donc, et encore une fois, ils n'imposent jamais rien en termes de solutions. D'accord. Voilà, donc c'est à nous de trouver les solutions pour dépasser les problèmes. Ils vous donnent des clés et vous essayez d'aménager en fonction. Alors, je voulais savoir si toi, alors bon, j'imagine que le producteur, oui, Jérémy Zag, qui a ce côté supervision. Est-ce que toi aussi, en ce qui concerne les musiques, le doublage, les bruitages, etc., enfin l'ensemble du squelette de Miraculous, si tu interviens à ce niveau-là, si tu viens aussi superviser Non, malheureusement, non, ça c'est un de mes grands regrets sur Miraculous, c'est de ne pas pouvoir m'occuper de tout ce qui est son. D'accord. Alors qu'en fait, moi, c'est ce que je préfère. Parce que tu as déjà beaucoup de boulot, toi, tu peux pas être. Non, c'est juste qu'en fait, ça, c'est vraiment. Jérémy et Noam, c'est vraiment. C'est leur chasse gardée. Ils veulent s'en occuper eux. Bon. Okay. Je dis que bon, bah écoute, si vous voulez, allez-y. Moi, c'est juste que. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Moi qui devient beaucoup à cœur, le son, parce que je trouve que le son, c'est le rythme. Ça permet de raconter énormément de choses. Ça permet de sauver des animations foireuses, ça permet de remplir des décors vides. Par exemple, même si tu as un décor vide avec 2 passants, tu mets un bruit de foule, eh ben, c'est bizarre, mais les gens vont avoir l'impression qu'il y a une foule même s'il n'y a rien à l'écran. C'est un truc magique. Le son est un vrai dictateur en fait. Le son s'impose beaucoup plus facilement que l'image. Donc moi, c'est sur les autres projets sur lesquels j'ai travaillé, je fais très attention au son, au rythme, aux musiques, parce que ça raconte beaucoup plus que l'image. Donc là, c'est vrai que sur Miraculous, je suis un peu frustré de la situation. Mais bon, bah écoute, tant pis, hein, voilà. Mais ça va, faut faire des concessions. Efficace, ça oui, voilà. Mais je pense que j'aurais eu l'occasion de, si j'avais pu m'occuper un petit peu plus du mixage, du son. Je parle même pas de la musique en fait. La musique, oui, je pense qu'ils font un très bon boulot. C'est pas la question, mais si j'avais pu un petit peu plus m'impliquer dans le mixage ou dans le sound design, je pense que la série aurait pris encore plus un level up. Dimension encore plus forte. Ouais. Et le doublage à proprement parler, par contre, le doublage, de toute façon, oui, on assiste que ce soit moi ou les autres réalisateurs. Il y a toujours quelqu'un pour être présent au doublage, pour guider les acteurs. C'est normal, hein, c'est une série qui est très compliquée. Donc, le doublage, j'ai envie de dire même les doublages, parce qu'on est à l'international. Non, ça malheureusement, les doublages internationaux, on peut pas. Vous n'avez pas la même là-dessus. Mais non, mais voilà. De toute façon, on parle pas la langue, donc. Oui, de toute façon. Donc c'est impossible à juger. Et puis. Je parlais parce que des fois, ils font la version anglaise pour l'international. Est-ce que là-dessus. Oui, mais c'est pareil. Il faut bien se rendre compte que toi, si t'es pas anglophone. Oui. Tu vas avoir du mal à juger le jeu de quelqu'un en anglais, même si tu parles très bien anglais, tout simplement parce que t'as pas les intentions, t'as pas les mêmes intonations qui viendraient naturellement en fait. Donc toi, quand tu fais un truc, tu t'imagines un certain type de jeu. Et tu peux je l'ai déjà fait, hein, bosser avec des comédiens anglais en leur suggérant tiens, tu peux pas le jouer comme ça et tout. Et puis ils me disent non, si je le joue comme ça, je t'assure, en anglais ça va pas être naturel, il vaut mieux jouer comme ça. Ah d'accord, bon ok, je te fais confiance. Voilà. Donc ça après, c'est de la responsabilité de chaque pays de s'assurer que le doublage soit le plus cohérent possible. C'est pour ça que du coup nous on se concentre vraiment sur la France. On essaie d'avoir des intentions de jeu les plus précises possibles en France pour que ça puisse servir de guidelines, de cas des charges pour le reste. En ce qui concerne l'anglais, on travaille aussi avec des voix maquettes pour la fabrication, ce qui fait que je travaille avec des comédiens, 2 comédiens pour faire des voix maquettes en anglais.
Mais normalement, les voix maquettes, c'est juste quelque chose. T'as des comédiens qui prononcent le texte. C'est juste ce qui nous sert ensuite à l'animation à créer les positions de bouche, à détecter que ça s'ouvre et ça se ferme à tel rythme. Ça fait une bouche en forme de O, de A, de I, de E, comme ça. Ça, c'est sur la plupart des séries. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en plus, je leur demande vraiment de jouer le texte le plus précisément possible. Donc il y a un vrai travail de jeu d'acteur à ce niveau-là. Le synchronisme des labiales aussi. Au-delà de ça, parce que du coup, c'est ces voix maquettes qui du coup vont partir en anglais et qui vont, pareil, aider les comédiens. Ça donne déjà une indication. Exactement. Ouais. Ah oui, effectivement. Mais c'est intéressant de comparer, puisqu'effectivement, dans les années 80-90, beaucoup faisaient une version internationale, etc. Là, ça change, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire sur chacun, nul n'est prophète en son pays, et chacun sait comment il doit faire aussi. L'animation, c'est un travail d'équipe, donc à un moment, tu veux pas tout faire. C'est clair. Au contraire, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant en animation, c'est ce que les gens peuvent apporter auquel tu n'aurais pas pensé. Ça, c'est vraiment super à ce niveau-là. Mais du coup, c'est le plus important en animation, c'est vraiment quand tu montes une équipe, c'est vraiment trouver les gens qui vont s'impliquer dans le projet et qui vont t'apporter des choses. Alors que c'est vrai qu'il y a certaines productions qui vont avoir tendance à se dire bon, c'est pas grave, on est des techniciens, on est interchangeables. Oui, bon, c'est vrai que pour la plupart des séries, ça peut être le cas. Oui, mais sur Miraculous, si tu t'impliques pas, par exemple, ne serait-ce qu'au storyboard. Au storyboard, il y a énormément de monde qui est passé sur Miraculous pour travailler dessus. Des gens hyper talentueux, enfin des gens qui sont là-dedans depuis 20 ans, qui ont un dessin de toute beauté, qui sont vraiment des tueurs. Voilà, ils arrivent et puis en fait ils connaissent pas la série et je leur demande de regarder des épisodes et puis en fait ils disent non mais genre on n'a pas besoin. J'en ai pas besoin, non, c'est pas, j'en ai regardé un ou deux, c'est bon, j'ai compris. Mais non. Et là tu vois revenir le storyboard et moi dans le script j'ai beau marquer le plus d'indications de jeu possible, leur expliquer attention là le personnage dit ça parce qu'on fait ça. Et en plus tu leur mâches sacrément le travail. Il peut pas comprendre et en fait il se plante. Le mec me rend l'épisode et c'est planté. Mais c'est normal, c'est comme si tu t'arrives et tu veux travailler sur les Simpsons. Tu vois, les Simpsons, c'est hyper codifié. Les personnages, ils ont déjà une réalité, tu vois. T'arrives sur les Simpsons et t'as jamais vu un épisode des Simpsons. Tu peux pas être bon, tu peux pas faire du bon travail. Peu importe si t'es la plus grosse brute de l'univers. C'est pas une question d'être bon, c'est une question d'avoir la connaissance du produit sur lequel tu travailles. Et du coup, ces gens-là qui étaient des tueurs et qui sont passés sur la série et je suis obligé de leur dire, écoute, on te reprendra pas parce que ce que t'as fait marche pas. Ils me disent, disons, je suis quand même super balèze. J'ai dit, ouais, t'es super balèze, mais ça ne marche pas ce que t'as fait. Tout simplement parce que t'as pas les codes de la série. Non, mais c'est vrai. Voilà, et c'est vrai que les autres séries en France sur lesquelles tu travailles, tu peux fonctionner comme ça parce qu'il n'y a pas autant de codes, il n'y a pas autant de mythologie, mais sur Miraculous, c'est pas possible. Alors que j'ai travaillé par contre avec d'autres storyboarders et essentiellement des storyboardeuses qui elles du coup suivent Miraculous, sont des fans ça fait plaisir, et qui n'ont pas forcément un niveau technique exceptionnel, mais parce qu'elles connaissent la série, ils mouillent plus le maillot et elles font un truc mortel. Elles font l'effort vraiment de regarder, de respecter l'œuvre dans son ensemble. Ça c'est important. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Alors, on a entendu parler de certaines choses, tu vas nous dire le vrai, le faux, si certaines vont arriver finalement plus tard. Alors, j'ai lu plusieurs fois, quelque part, qu'il y avait l'idée d'un film d'animation de Miraculous qui pourrait être en préparation. J'ai vu aussi, je crois que c'est une espèce de trailer aussi pour le film live. On va commencer dans l'ordre parce que ça fait plusieurs questions dans une. Déjà, pour le film d'animation. Alors, est-ce que ça se confirme? Est-ce que ce n'est qu'une idée ou est-ce que c'est déjà beaucoup plus avancé finalement? Non, alors faut que vous resituez le truc dans le contexte parce qu'il y a plein d'annonces qui sont faites. Voilà. Il y a un truc qui manque à Miraculous à l'heure actuelle, c'est un succès partout dans le monde, on est diffusé à la télé partout dans le monde, il y a du merchandising partout dans le monde, il nous manque un territoire, c'est les États-Unis. Ce qui fait qu'un produit devient une marque internationale et un succès international, c'est le fait qu'à un moment ça prenne aux États-Unis. C'est comme ça, c'est le marché le plus protecteur au monde en termes de contenu, parce que les Américains ont très bien compris que le contenu
la guerre culturelle, si tu veux, c'est hyper important. Donc c'est un marché qui est hyper protecteur. Et donc pour y rentrer, c'est vraiment très compliqué. Et il nous faut ce marché. Donc il y a des contacts qui ont été pris avec Jérémy, il fait ça tous les jours, toute l'année, H24, il n'endort pas. Il est là-bas justement pour faire arriver ça. Et c'est vraiment un travail de très très longue haleine. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est installé, parce qu'avant, oui. les allées et venues. Et donc, il y a plein de touches avec des studios, justement pour faire arriver du Miraculous. Mais attention, si tu vas là-bas pour faire arriver du Miraculous, tu vas pas juste pour ok, je vais faire une petite série où vous allez me prendre les épisodes. Non, c'est que tout d'un coup, ok, on y va. Et si on y va, c'est pour lancer la machine de guerre. Donc il faut convaincre des gros studios américains d'y aller à fond. Et ça passe par une grosse stratégie globale qui est on se pose la question, est-ce qu'on fait des films, est-ce qu'on fait des films en animation, est-ce qu'on fait des films en live, est-ce qu'on fait des séries en live aussi, etc., etc. Toutes les options sont sur la table. Maintenant, comme je vous expliquais, tout ça c'est des processus qui prennent des années. En fait. Donc, quand tu vas et que tu commences à discuter, tu dis ok, j'essaie de me projeter, si on arrive à se mettre d'accord à tel moment, c'est-à-dire qu'on peut le fabriquer à tel moment, blablabla. C'est pour ça que vous voyez Jérémy lancer des teasers et dire ok, ça va arriver à telle date, à telle date. Oui, possiblement, c'est possible si on arrive à avancer correctement. Ça peut être aussi un peu si je puis me permettre, des formes de tests, voir un peu comment les gens réagissent. J'étais étonné, je crois qu'on a vu Stan Lee, si je dis pas de bêtises, dans un des... Il me semble, mais c'est vraiment une petite apparition. Et alors évidemment, ça faisait fantasmer les gens. Ils disaient tiens, est-ce que c'est un nouveau Kick-Ass ? Enfin, là, je caricature un peu. C'est pas du tout la même chose. Et il paraît aussi que comédie musicale serait envisagée ou a été citée, ainsi que série live. Maintenant, ce n'est que des on-dit. Hein, c'est plusieurs choses. Il y a plein de touches comme ça. On réfléchit à plein de supports. On réfléchit aussi à des spectacles en live, même en France, hein, parce qu'il y a déjà eu des spectacles live, je ne sais pas si vous pouvez très certainement les voir sur Internet, il y a des spectacles live façon comédie musicale, grande comédie musicale, il y en a eu en Corée, il y en a au Brésil, enfin c'est des trucs énormes. Il y a aussi... du coup, comme on travaille avec Philippe Candeloro, on se pose aussi la question de savoir si on n'allait pas faire un spectacle sur glace, tu vois. Pourquoi pas. Donc tout ça c'est en discussion. Il y a des trucs plus ou moins avancés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des choses. Je peux pas vous dire quoi exactement, parce que de toute façon, en plus, moi, je suis pas dans ces discussions-là. J'ai déjà tellement à faire avec la série que. J'imagine. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui te plairait, toi, idéalement ? Est-ce que par exemple une série live, tu le verrais ? Toi, tu préfères rester dans le domaine de l'animation, ou ce serait peut-être plus cohérent le film d'animation, le prolongement peut-être Je sais pas, moi, de la série. En fait, si tu veux, je m'en fous un peu, au sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de faire ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire un univers de comic books. D'accord. Voilà. Maintenant, mais je me dis que ça doit être fait en live, si ça doit être fait en live ou en série ou en machin, ce qui sera important au final et pourquoi ça m'intéresse, c'est parce que c'est de créer quelque chose qui permette d'ouvrir la série à un public qui la connaît pas encore. Oui, c'est vrai, ça permet encore d'aller chercher d'autres personnes. Donc, par exemple, si tu te poses la question de est-ce qu'on fait un film en live ou est-ce qu'on fait un film en animation, si tu fais un film en animation, finalement, tu vas t'adresser à des gens qui connaissent déjà la série, qui vont être contents, hein, qui vont voir peut-être un truc, mais un peu plus quali encore. Mais peut-être que le live, ça permet de toucher les gens qui ne regardent pas de dessin animé. Oui, c'est une auto-réflexion, tu pousses encore le truc plus loin, effectivement. Ouais. Donc, je sais pas, tout a son intérêt. Moi, je sais que plus il y aura des initiatives qui font que ça va permettre d'aller toucher des gens qui ne connaissent pas encore la série, qui vont permettre à ces gens-là d'aimer la série. Voilà, pour moi, c'est ces initiatives-là qui sont intéressantes. Alors, on va devoir conclure la conférence, mais on voudrait savoir si ici, quand même, on a encore deux petites minutes, s'il y aurait quelques questions de la part du public. Bonjour. Bonjour.
Alors, j'aurais voulu vous poser une question par rapport à l'univers que vous avez développé autour de la mythologie de la coccinelle dans la série Miraculous, à travers les différentes réincarnations de la coccinelle. J'aurais voulu savoir si vous aviez dans l'idée de faire des spin-offs sur différents supports ou en animation sur les différentes incarnations de la coccinelle. Oui, c'est le but, ouais, bien sûr. Je sais pas si ça verra le jour en série ou tout ça. Je pense que à minima, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire en comic books. Ouais. Bonjour, je voudrais savoir comment vous faites pour savoir dans les épisodes quel personnage sera chromatisé ou pas. Ah, c'est intéressant. Alors, nous, on a une règle pour écrire, c'est qu'on commence jamais une histoire par le méchant. Souvent, des fois, je vois des gens qui m'envoient des idées, et disent, ah, j'ai pensé à un méchant comme ci, comme ça, etc. En fait, tu peux pas écrire des bonnes histoires en commençant par le méchant, parce que du coup, en fait, ça t'oblige à créer. Ça donne des histoires très artificielles. En fait, il faut toujours commencer par quelque chose qu'on a envie de raconter sur les personnages. Et donc nous, on a une petite famille de personnages, si tu veux. On est là-dedans et on se dit, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien raconter sur tel personnage qu'on connaît pas encore, tel personnage qu'on connaît pas encore. Et à partir de là, on commence à bâtir l'histoire autour de ça. Et souvent, à un moment, ça va nous amener à un conflit. Et en fait, c'est ce conflit qui va nous dicter qui va être akumatisé. Et ensuite, à partir de cette personne qui est akumatisée et qui a un problème, c'est ça qui nous permet de déterminer quel est le pouvoir qui va lui permettre de résoudre son problème. Donc en fait, il faut toujours partir de la vie réelle des personnages pour ensuite arriver au méchant. Souvent, quand on commence un épisode, on ne sait pas du tout quel va être le méchant et quel va être son super pouvoir. Ça vient vraiment quasiment en dernier. On le découvre un petit peu comme vous, spectateurs. C'est assez marrant comme façon de fonctionner. Voilà, mais à chaque fois qu'on est parti du méchant en se disant voilà, on va faire cette semaine on va faire un épisode dans lequel il y a tel méchant qui a tel super pouvoir parce que ça pourrait être fun, en fait on n'a jamais réussi à écrire une bonne histoire en faisant ça, quoi. Une dernière question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez déjà pensé, si vous aviez déjà écrit l'épisode où Ladybug et Chat Noir connaîtraient la véritable identité dans la vraie vie. Non, mais ça, c'est typiquement le genre de question auquel je ne réponds jamais. Mais c'est bien essayé. Une demoiselle là qui voulait poser une question, on en prend une petite dernière parce que là du coup encore une quand même. Comment vous avez inventé comme Alia et Nino et tout ça? Ah, comment j'ai imaginé les personnages? C'est une bonne question. Comme en fait je savais que Marinette et Adrien devaient aller à l'école, il a fallu que je crée tous les camarades de classe. C'est logique. Mais du coup, plutôt, moi ce que j'aime bien quand je crée des personnages, c'est faire des personnages qui ont une vraie vie, qui sont très intéressants, pas des personnages dont tu connais pas l'histoire et à qui tu pourrais pas t'attacher. Donc j'ai essayé de faire en sorte que chaque personnage de la classe puisse être le personnage préféré de quelqu'un et lui donnerait une vraie histoire, une vraie épaisseur. Et donc j'essaie de mettre dans ces personnages-là des choses de ma vie à moi. Donc soit c'est des références à des amis à moi, ou alors des traits de caractère que j'ai repérés chez telle ou telle personne. Et ça, je les mets dans les personnages, et c'est ça qui a donné des personnages comme Nino, comme Alia. Voilà. Alia, ce qui était intéressant avec le personnage d'Alia, c'était de créer un personnage. Comment t'expliquer ? Quand tu crées des histoires, le moteur d'une histoire, souvent, c'est le conflit. Mais le conflit, c'est pas au sens de la bagarre, c'est le fait que tu aies deux personnages qui ne veulent pas la même chose. Quand deux personnages ne veulent pas la même chose, forcément, il y a des interactions qui sont intéressantes. Donc là, Marinette, elle doit à tout prix protéger son secret. C'était donc intéressant de lui créer une meilleure amie qui veut être journaliste. Pourquoi ? Parce que les journalistes, eux, ils aiment découvrir les secrets. C'est vrai. Donc du coup, ça fait que forcément, les interactions entre Alia et Marinette deviennent très intéressantes. Parce que du coup, si Alia connaît le secret de Marinette, bon, bah finalement,
Oui. Elle va beaucoup aider Marinette, elle lui faciliterait beaucoup la vie, elle inventerait des mensonges à la place de Marinette pour l'aider à sortir de classe quand elle doit aller se transformer en Ladybug. Mais du coup, c'est pas intéressant parce qu'un héros, s'il n'a pas s'il n'y a pas de danger pour le héros, l'histoire est moins intéressante. Donc là, en fait, ça crée plus de danger. Elle doit se protéger de sa meilleure amie, ça la force à inventer des mensonges et Marinette n'est pas du tout douée pour faire des mensonges. C'est ça qui fait que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus drôle. Voilà. Voilà, on va devoir conclure, on est désolé la conférence parce qu'on est pris par le temps. Je voulais vous dire également que Thomas Astruc était en séance de dédicace, donc n'hésitez pas à venir le voir. Voilà, vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions que vous vouliez me poser à cette occasion-là. Voilà, et si vous avez d'autres questions à lui poser, ce sera le bon moment. On va donc y aller. Et je te remercie donc, merci à toi, Thomas. À très bientôt. Merci à vous.